Et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Y'a pas que la data, le podcast qui parle de data, de tech, d'IA et plus et affinités. Alors aujourd'hui, on va parler de data, gouvernance, parce que dans la data, et quand on fait de la data et du développement, on fait beaucoup la politique de l'autruche, notamment pour tout ce qui est questions de data gouvernance. Donc aujourd'hui, on reçoit une experte de la data gouvernance qui va aussi nous donner son point de vue sur les nouveautés, l'IA, et puis évidemment un retour d'expérience de sa carrière. Je suis accompagné et je serai accompagné pour ces podcasts Il n'y a pas que la data par Thomas Memoun, qui est ici présent et qui sera mon acolyte pour le coup. Salut Thomas. Bonjour tout le monde. Et Thomas est data scientist, data expert et mon acolyte pour ces épisodes sur la data et sur l'IA. Thomas, peut-être tu peux présenter notre invité. Bien sûr, mais avant toute chose, on va peut-être rapidement revenir sur la définition de la data gouvernance, la gouvernance des données, celle qui est donnée par Google. Donc, de façon très simple, c'est une approche fondée sur des principes qui permettent de gérer le cycle de vie des données de bout en bout, de l'acquisition à la suppression, en passant par leur utilisation. Donc Charlotte, bien sûr, tu pourras revenir dessus si tu en as envie, mais avant toute chose, je vais te présenter. Tu es experte data gouvernance et politique en IA. Ça fait près de 10 ans que tu travailles dans la data et à plus forte mesure l'intelligence artificielle. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. On va peut-être te laisser l'occasion de te présenter, donc de façon très simple. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, ta rencontre avec l'univers data et aussi, si tu peux nous mettre en face de tes expériences, l'évolution des problématiques data et IA que tu as rencontrées à travers le temps. Voilà, une grosse question pour commencer. Une grosse question à tiroir, en fait, c'est une question à trois C'est questions, en fait. ça, c'est ça. Déjà de présenter, Charlotte. Bah, oui, bah, bonjour à tous. Donc merci beaucoup déjà pour l'invitation sur le podcast. Me présenter en quelques mots, au niveau de mon parcours. Donc, moi, j'ai fait une école d'ingénieur, tout ce qu'il y a de plus classique. Je suis allée, juste après, l'école, dans le conseil. Initialement, j'étais plutôt, en fait, sur des problématiques tournées, management de la supply chain, et en fait, c'est à travers le prisme, notamment de la problématique de la prévision des ventes pour les entreprises, que je me suis intéressée à la data. Parce que finalement, ben, prévoir des ventes, c'est rien d'autre que faire, des statistiques, des modèles, qui ont en entrée, un certain nombre de données. Donc c'est un peu comme ça que j'ai mis le doigt dedans et comme ça m'a plu, bah, j'ai continué, et ensuite, j'ai pu rejoindre, un cabinet de conseil, spécialisé sur le sujet, donc qui est Quantmetry, et je suis restée, un peu plus de 3 ans chez eux et après j'ai eu, une aventure entrepreneuriale qui a duré 2 ans, sur des sujets aussi data, je pourrais revenir dessus peut-être après. Et du coup aujourd'hui, depuis, janvier, donc c'est tout récent, maintenant, je suis en activité, en freelance, donc j'interviens pour, différents clients, effectivement, en ce moment, c'est beaucoup sur des sujets de data gouvernance. Moi déjà, merci beaucoup et c'est un véritable plaisir de t'avoir, c'est même un honneur pour moi. Donc là, ça va être le moment de te poser cette question une deuxième fois. Est-ce que tu pourrais nous mettre en face Ah oui. de tes expériences, l'évolution des problématiques data, puisque finalement, avant de rentrer chez Quant Maîtrise, ce cabinet de conseil, ce n'était peut-être pas de la data, mais tu as rencontré des sujets similaires avec, je crois, des ERP. Puis Oui. ensuite, tu as vu de nombreuses choses chez Quant Maîtrise pour ensuite te spécialiser dans un domaine bien particulier. Oui, tout à fait. Du coup, bah, effectivement, si on revient sur, au début, dans des sujets, de supply chain et cetera, c'était plus, mettre en place des ERP, dans des entreprises. Donc en fait, on était vraiment sur des projets, informatiques, purs et durs, on va dire. Et en fait, à ce moment-là, bah, la data dans les entreprises, c'était pas mature et en fait, quand on parlait de data, c'était surtout, le département, IT, qui avait la maîtrise, de ce qu'on appelle les master data, dans l'entreprise. Donc ce sont les données, qui font partie des référentiels de l'entreprise. On peut penser aux référentiels clients, référentiels produits, notamment.
Et c'était plutôt ça, en fait. C'était, la data, c'était entendu dans le terme master data et ça faisait partie du département IT et ça n'en sortait pas. Et c'était ça. Et après, je pense que, ça a commencé à évoluer, quand, il y a eu, des sujets BI qui sont venus, des les métiers qui ont commencé, en fait, à s'intéresser, à faire des analyses, de plus en plus poussées au jour le jour pour mieux comprendre, mieux répondre à leurs problématiques business. Donc moi, c'est un peu comme ça que je vois le truc, quoi. C'est, après il y a eu les sujets, BI et cetera, qui ont beaucoup évolué et ensuite, bon, bah, voilà, avec l'arrivée de cette capacité qu'on a eu à stocker, des gros volumes de données, on a pu faire avec, toutes ces données, bah, des modèles, et de l'algorithmie, et du coup, voilà, de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui, quoi. C'est intéressant et du coup, je voudrais juste revenir sur un point, dont tu mentionnais juste avant, parce que ça me permettra de passer à la suite des questions. Ouais. Hem, c'est qu'au début, tu disais que tu parlais beaucoup aux CDO, donc les C-level qui s'occupent de la data et que par la suite, quand les projets ont commencé à porter plus ou moins leurs fruits à leurs yeux, tu t'es rapproché, des métiers plus associés au TI, enfin plus les métiers tech qui mettaient en place toutes ces solutions. Moi, je trouve ça hyper intéressant de savoir comment ont changé, enfin comment les échanges ont pu changer à travers le temps. Je pense qu'aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui tu es toujours aussi proche des CDO ou tu es beaucoup plus, entre guillemets, «les mains dans le cambouis» à faire directement des projets? Ou non, rien n'a changé, tu es toujours un intermédiaire entre, les C-level et par exemple les data scientists, ouais, je parle de la data science, mais pour des projets, Mmh mh. de cette envergure? Ouais, bah, après ça dépend toujours du type de Bien sûr. projet et du type d'orga. Aujourd'hui, je suis moins proche, de la partie, data science parce que là, je travaille plus sur de la data gouvernance et sur le fait de remettre, en fait, cette maîtrise de la donnée, de ce qu'elle veut dire, de comment on l'utilise et cetera. Je travaille plus à ce que ça soit le plus proche possible du métier. Donc OK. moi, je suis très tournée, vers des équipes métiers, je discute avec elles, j'essaie de comprendre comment elles travaillent. Où est-ce qu'on pourrait avoir aussi des problématiques, de qualité? Parce que finalement, quand le data scientist, il est là dans son modèle et il se dit: «Ah mais attends, telle donnée, j'ai plein de trous, machin». Bah ouais, mais c'est parce qu'en fait, à l'autre bout de la chaîne, il y a Bien sûr. quelqu'un, je sais pas, qui est sur, du marketing, qui, fait de la téléphonie avec des clients et qui a pas bien, Bien sûr. validé de la donnée, tu vois? Donc en fait, moi, je suis finalement plus décalée aujourd'hui, côté, discussion avec des personnes business davantage qu'avec des personnes data science, heu, parce que mon but, c'est d'être l'intermédiaire entre l'équipe data et le business et remettre, enfin, en tout cas, faire en sorte que le business monte en compétences aussi. D'accord. Prenne en main, sa donnée, comprenne, ce qu'elle veut dire, qu'elle a de la valeur, que c'est un asset pour l'entreprise, et cetera, en fait. Donc moi, je travaille plus sur ça aujourd'hui que sur, puis de toute façon, tu vois, j'avais pas les cours enfin, moi, je suis pas data scientist, donc aller, faire de la chefferie de projet ou guider des data scientists, bon, j'avais atteint aussi mes limites de compétences là-dessus, quoi. OK. Est-ce que dans un sens, tu es product owner dans la gouvernance des données, finalement? Parce que du Ouais, coup, tu en gères un ton produit? sens. OK. Oui, après c'est pas un Non. produit, tu vois? Genre, dans l ouais, oui, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est pas un produit dans le sens, c'est pas par exemple une web app, où j'aurais des Non. users. Par contre, c'est un produit dans le sens où, je dois, collecter des besoins, je dois comprendre, ce qui enfin voilà, comment je peux les accompagner, C'est ça? je dois prioriser, j'ai un peu une espèce de backlog, comme tu aurais effectivement pour un produit, hein, parce que, quand je reçois, tu as tous les métiers en face de toi, tu peux avoir des problématiques, qui viennent du marketing, de la finance, des sales. Bah, comment tu priorises, comment tu organises tes équipes, comment tu les accompagnes, quelles sont les zones enfin, où tu dois faire de la formation potentiellement, donc ouais, c'est un peu, oui, on peut dire que c'est un peu, ça peut ressembler sur certains points à un rôle de product owner, ouais. Et puis l'acculturation. En fait, finalement, Ouais. l'acculturation à ta solution qui est la gouvernance des données, comment on protège, quel est l'intérêt.
pourquoi on va dans ce sens-là. Mmh. Et donc ça a beaucoup de sens. Et du coup, je rebondis encore sur une question par rapport à avant. Le métier tech le plus proche, enfin qui va le plus t'accompagner dans tes démarches de data gouvernance finalement, est-ce que c'est le data engineer ou pas forcément? Si, si, bah, comme je te disais, en fait, le data scientist, c'est pas forcément, mon contact direct parce que, D'accord, bah, lui, quand il s'aperçoit du problème, c'est qu'on n'a pas mis les les bons garde-fous avant, malheureusement. Mais bon, c'est bien aussi de discuter avec eux pour, avoir les problématiques. Mais et puis, de toute façon, c'est pas eux que j'ai besoin de convaincre, qu'il faut de la data gouvernance. Le data scientist, en général, il est d'accord avec moi. Par contre, le data engineer, c'est super important de bosser avec lui parce que c'est lui qui peut mettre en place des actions correctives, en fait. d'accord. Quand, il faut faire tourner, des checks, sur, de la qualité, voilà, bah, en fait, c'est des scripts ou des petits outils, qu'il va mettre en place, c'est lui qui va le faire. Donc oui, c'est plutôt data engineer finalement, ouais. Ouais, du coup, les insights proposés par les data scientists, c'est pas spécialement ce qui vous fait avancer le plus et le mieux dans vos problématiques? Bah, en fait, ça va être intéressant, OK, de quand même de prendre cette information, voilà, ça c'est clair, comme point d'entrée, de se dire: «OK, en fait, pour, faire, tel projet, on a besoin de telles données avec tel niveau de granularité, avec tel niveau de qualité». Très bien. Ça c'est le besoin final qui va être exprimé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que je sais ça, ça va pas bouger si tu veux. OK. En fait, lui, il fait son projet data science, son besoin, en qualité, en granularité, en tout ce que tu veux, en cohérence de la data, il va pas changer fondamentalement. Donc j'ai pas besoin de le réinterviewer et d'être au quotidien avec lui. Mmh. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que moi, j'ai plus travaillé, ce pipeline de données en amont pour comprendre où est-ce qu'il y a eu des problèmes, comment, faire en sorte que, l'équipe business, qui elle est producteur, de la donnée qui va être utilisée, plus tard par le data scientist. Comment faire en sorte que cette équipe business, je la sensibilise, je les accompagne dans le fait que, ben, peut-être ils vont devoir, rajouter certaines dimensions, dans la donnée. Mais OK. je te dis ça, mais parfois ça peut même être, Ouais, bien sûr. accompagner l'entreprise dans le fait d'aller chercher de la data à l'extérieur de l'entreprise aussi, hein. Il y a ces cas-là, hein. De OK. dire, bah, en fait, peut-être que la donnée, tu vois, ils achètent une donnée à une agence. Bon, c'est souvent le cas, hein, dans la grande distribution et cetera. Ils vont acheter, les pricing de la concurrence, des choses comme ça. OK. Bah, en fait, là aussi, tu as des problématiques de data governance parce que en général, ils achètent de la donnée à diverses agences. Tu penses bien que chacun a envoyé un format de données différent. Et du coup, à la fin, bah, en fait, tu te retrouves à passer des heures à devoir, agréger, reconsolider, t'apercevoir qu'en fait, l'agence, A, elle t'a pas envoyé le bon fichier et tu perds un temps fou, en fait, si tu as pas mis en place, justement dès le début une gouvernance de la donnée claire avec ces entités qui finalement sont externes à l'entreprise. Donc c'est pour ça. OK. Donc je disais, bah, il y a le business en interne qui va produire de la data, qui doit être sensibilisé, tu dois l'accompagner, il doit avoir une certaine gouvernance autour de la donnée qu'il produit. Mais tu dois aussi mettre en place de la gouvernance de la donnée avec des acteurs qui sont externes à ton entreprise et qui sont aussi clés, dans le fait que ce que tu reçois, est correct, et et au bon niveau de qualité espérée, quoi. D'accord. Donc là, on se rapproche vraiment de la data quality, enfin la qualité des données, s'assurer que tout est cohérent, ce Ouais. genre de choses. OK. Ouais, faut faire des contrats, hein. Faut faire des contrats d'interface avec ces gens-là, sinon on D'accord. s'en sort pas. OK. Un autre point en fait, moi j'étais persuadé que la gouvernance des données, c'était un projet qui de base était un sujet micro, donc Mmh. de l'ordre du petit projet et qui aujourd'hui est devenu une problématique macro au sens de l'entreprise. Mais au vu de l'explication que tu as menée auparavant, j'ai l'impression que c'était macro et Mmh. ensuite on va se spécialiser dans des besoins, selon des problématiques, enfin ce qui crée de la valeur et ce genre de choses. Je me trompe? Enfin, du coup, comment tu vois les choses toi? Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est macro parce que, ça fait un peu conceptuel, tu vois? Rien que le mot, le terme data gouvernance, je C'est pense ça. que il y a aucune entreprise où les gens, ils ont compris tout de suite ce que ça voulait dire, tu vois? OK. Donc je pense que c'est pour ça, en fait, que ça peut être un peu,
un peu conceptuel, un peu le truc macro, on comprend pas trop, et cetera. Donc je pense que ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, il faut réussir à le découper, en des petits sujets, des petits cas concrets qui vont apporter de la valeur parce OK. que sinon tu te perds, hein, tu t'en sors pas. Mais, c'est prendre un des sujets, tu vois, aujourd'hui, les projets data science, ce qui est bien, c'est que souvent, il y a un peu plus de maturité maintenant. Donc, les entreprises arrivent à mettre notamment des chiffres comme du ROI sur ces projets-là. Mmh. Donc, tu peux être très concret aussi, de dire, OK, en fait, aujourd'hui, le ROI, c'est tant. Or, on constate que, j'en sais rien, quand tu travailles sur les trucs de marketing, que en fait, sur le targeting, il y en a encore X% qui est à côté de la plaque. C'est X%. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, souvent, la réponse, c'est de la data gouvernance, en fait. Il OK. faut il faut que tu améliores, la qualité de la donnée, en entrée, comment elle est gérée, ou alors que tu ailles chercher des données supplémentaires auprès de tes clients potentiellement. Donc peut-être récupérer des données supplémentaires, au moment, de l'entrée de ce client, dans ton OK. fichier. Enfin, j'en sais rien, tu vois? Il y a plein de réponses possibles. Mais, mais c'est prendre ce cas très concret pour pouvoir dire après, bah, en fait, voilà, on a mis des actions, et du coup, on a un résultat, qui est mesurable à la fin, quoi. Sinon, sinon tu restes sur des trucs conceptuels, OK. et c'est très compliqué. OK, donc culturellement, c'est macro. Il Ouais. faut prouver sa valeur dans un premier projet pour ensuite l'évangéliser à d'autres projets, potentiellement toute une, Mmh. data platform ou toute autre chose. OK, très clair. Et j'avais une dernière question sur ce sujet-là, c'est à quel moment de l'histoire la data gouvernance, elle est devenue si tendance et je pense nécessaire dans les cas d'usage des entreprises? Ouais, c'est vrai. Bah, je pense que l'arrivée du RGPD a fait que, hem, il y a eu, une mise en lumière déjà de ces problématiques-là, très fortes, et ça a aussi eu des impacts, sur, les entreprises qui ont été obligées, enfin voilà, qui ont été tenues de respecter, certains éléments de cette réglementation, comme, recruter un DPO, avoir, des classifications sur la sensibilité de mes données, recueillir le consentement quand je collecte de la donnée personnelle, et cetera. Et du coup, je pense que ouais, c'est clair qu'à partir de ce moment-là, ça a mis un gros coup de boost, la mise en lumière, les entreprises qui sont obligées de se mettre en conformité. Donc on alloue un budget, et je pense que c'est ça la clé, en fait, c'est qu'il y a eu du budget qui a été mis dessus, parce que bon, on a beau dire, mais on peut avoir envie de faire des trucs, lancer des projets, de data governance, de data quality, OK, mais si on n'a pas de budget, on fera rien du tout. Donc je pense qu'il y a eu des budgets qui ont été alloués, et ça a mis un gros coup de boost. Ça, c'est clair et net. Après moi, j'ai eu un peu peur à cette époque-là qu'on en reste là, dans le sens qu'on se dise, «Oh bah, c'est bon, j'ai coché les cases, j'ai le DPO, j'ai le consentement, c'est bon, hein, j'arrête, quoi». J'ai eu un peu peur que ça ait cet effet-là. Il y avait le registre des traitements aussi, à mettre en place. Le registre des traitements, c'est on doit loguer, tous les traitements qui sont liés à des données personnelles dans l'entreprise. Il y a eu ça avec, il y a des éditeurs de logiciels qui se sont mis, sur ce marché-là et qui ont réussi à vendre un logiciel, qui est ni plus ni moins qu'un fichier Excel évolué selon moi, mais bon, ça c'est un autre truc. Mais, et du coup, je pense que ouais, moi j'ai eu peur que ça en reste là. Après, ce qui est bien, c'est qu'après on a passé l'étape d'après, parce qu'il y a eu cette montée en maturité, je pense, sur, des sujets de data science qui ont à nouveau remis la lumière sur: «Ah mais en fait, avoir traité la partie données personnelles, c'est une chose, mais par contre, on n'a pas traité, toutes les autres données de l'entreprise», tu vois? Donc je pense que c'est venu un peu en 2 temps, quoi. Mais, ouais, la data enfin, les projets de data science ont vraiment permis, de remettre sur le devant de la scène, des problématiques de qualité. Donc du coup, en termes d'échéance, moi je dirais que ça fait depuis, ouais, allez, 2-3 ans que ça a reboosté, et ça a remis en lumière le besoin de data governance dans les entreprises. Et peut-être, passer une partie sur sur l'application de la data gouvernance. Je sais, Thomas, qu'on en avait Oui, parlé, bien sûr.
On avait parlé ensemble. Mais j'ai plein de questions comme je suis data scientist. La première question, puisque pour moi, effectivement, la data gouvernance, c'est un peu un ennemi, dans le fond. C'est à très court terme, c'est un ennemi et à long terme, c'est ce qui permet l'excellence, opérationnelle de toute façon dans une entreprise, donc ça fait sens. Mais quand on est sur un projet, un POC, on se pose plein de questions. Bah, pourquoi c'est là? Est-ce qu'on peut pas faire ça plus tard? Et puis une fois qu'on a mis le modèle en production, bah, on se dit: «Oh mince, cette donnée, je pouvais pas m'en servir». Mais ma toute première question, c'est finalement, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui veulent mettre en place de la gouvernance dans leur projet ou, à plus forte raison, dans leur structure? Moi, j'ai principalement 3 points en tête et ça va rebondir sur ce qui a été dit juste avant. Est-ce qu'il vaut mieux faire from scratch, Mmh. externaliser et comment on considère son legacy? Enfin, c'est-à-dire d'où l'on vient du point de vue d'une société, d'une entreprise? Bon, et l'externaliser, complètement, je j'y crois pas. OK. Enfin, pas au début, en tout cas, ça me Non, enfin, c'est jamais une bonne idée, hein. on peut pas bon, il y aurait plein de raisons, mais bon, bref. Et après, sur, ce que tu dis, un peu from scratch et cetera, bon, là, je vais plus parler, honnêtement des grandes entreprises parce que déjà, c'est ce que je connais mieux. Et et c'est elles aussi qui ont les plus grosses, je pense, difficultés à mettre de la data gouvernance parce que c'est des grosses boutiques, hein, donc l'historique, le legacy, comme tu dis, il est là. Une start-up, elle aura pas du tout les mêmes problèmes. Donc là, je vais plus parler des grandes entreprises pour le coup, et elles, le from scratch il est pas possible parce qu'en fait, la grande entreprise et je pense que c'est l'erreur parfois qui est faite, dans ces entreprises-là, c'est comme tu dis, en fait, d'arriver, en disant, «Ah, ouais, j'ai vu ça, il faut mettre en place des choses, c'est un nouveau concept, et ça va servir les projets data science» et cetera. OK. Voilà, en général, c'est ça qui se passe. On a des belles idées, on arrive un petit peu à discuter, à convaincre et en fait, c'est tout à la fin qu'on va toquer à la porte de l'IT, tu vois? Et l'IT, elle te regarde et elle te rit au nez parce qu'en fait, eux, ils sont là et ils te disent: «Non mais en fait, les gars, on vous a pas attendu parce que, les problématiques, de données, de, enfin de sur les master data, ce que je disais au début, la gestion des référentiels, et ce qu'on appelle le data management, bah, en fait, c'est bien plus vieux. C'était déjà là. Donc je pense qu'en fait, heu, ce que j'avais fait un petit guide comme ça, «How to start, your data governance program». J'avais essayé de synthétiser un peu ce truc-là, en me disant: «Bah, moi, comment je ferais, si demain j'arrive dans une entreprise et que je dois commencer un programme de data governance?» Et en fait, un des trucs que j'avais mis au début, c'était déjà, bah, connaître l'existant, aller, humblement, toquer, aux portes, des personnes qui sont, côté, IT et pas que, hein, business bien entendu, data bien entendu. Mais j'insiste sur l'IT parce qu'en fait, souvent, on se prend des gros revers, et on n'arrive pas à parler avec ces gens-là parce qu'en fait, eux, ils ont, géré, tout le legacy de la boîte, toutes les mises en prod, les difficultés, ils les connaissent, en profondeur et en fait, souvent, c'est les derniers qu'on va voir alors qu'en fait, c'est les premiers qu'on aurait dû aller voir pour parler de data governance. Ouais, parce que tu peux avoir un go, no go, drastique, à ce niveau-là, quoi. Bah oui, et en fait et quand bien même on aurait fait le boulot de, mettons sur un projet comme tu disais Thomas, de dire: «Bah, j'ai identifié, des problématiques, j'ai fait un petit peu le travail préparatoire et après, je vais aller voir l'IT». Mais c'est toujours pareil, l'IT il va dire: «Ah ouais, bah, c'est super les gars, mais moi j'avais pas prévu ça dans mon budget que de réparer vos problématiques de qualité». Donc en fait, tout est question d'anticipation dans une grande entreprise. Si les budgets, et les ressources n'ont pas été, clarifiés, et négociés en amont, on fera rien du tout. Ou c'est pas qu'on fera rien du tout, mais en tout cas, le sujet, de mise en qualité du projet data science, numéro 2, qu'on voulait faire absolument, bah, côté IT, il va être tout en bas de la pile. Donc voilà, donc c'est pour ça que souvent, malheureusement, il y a des, enfin franchement, hein, je sais pas ce que toi tu penses Thomas, mais moi je trouve qu'il y a souvent des grosses frictions, entre data, IT qui pourraient être évitées, quoi. Ouais, non, bah, ça a beaucoup de sens et en fait, ça rejoint ce que tu as dit encore avant.
quand finalement tu vas voir les business owners sur leurs, problématiques et les acculturer sur la data gouvernance, en parallèle, le plus pertinent, c'est de commencer à aller toquer à la porte de l'équipe, IT en leur expliquant vos problématiques, comment vous risquez de faire appel à leurs connaissances et leur expertise pour que justement on évite la frustration dans les équipes data, Mmh. pour la data quality côté data engineer et la mise en production de modèles à plus grande échelle pour les data scientists, par exemple. Et ce Ouais. qui ce qui me fait rebondir et me dire que là aussi, c'est un problème de culture data, dans la mesure où il faut emmener toute l'entreprise et que, par définition, l'IT fait aussi partie de l'entreprise et donc du coup, ça veut dire que enfin, tous les départements de l'entreprise et l'IT en fait partie et bien prioriser, dans le déploiement de son projet, les différentes étapes. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est Mmh. super important dans l'application de la data gouvernance. Ouais, tout à Est-ce fait. que ça vous embête si on passe à des questions d'IA? Non, Moi, Non, on y va. des questions d'IA. Bon, on parle quand même beaucoup d'IA en ce moment, Thomas. un peu, Tu veux parler un d'IA, petit toi? D'ailleurs, en fait, je oh, vais commencer par mettre les pieds dans le plat. Charlotte, tu parles pas mal de data science, data scientist, et cetera. Aujourd'hui, on voit apparaître beaucoup d'IA générative, de LLM. De toute façon, maintenant, dans IA, on met à peu près tout et n'importe quoi et surtout beaucoup de n'importe quoi. Beaucoup de hype et beaucoup de fantasmes. Tu as déjà vu des vrais projets IA déjà, toi, en prod ou qui tournent ou juste voilà des projets de data science et de choses finalement très classiques qu'on fait depuis que le big data existe, pour reboucler sur ce qu'on a dit, finalement? J'ai vu en prod, des projets, IA, enfin oui, parce que, mais comme tu dis, le classico-classique, je l'ai vu en prod, là, pour le coup, chez mon client actuel, il y a des projets, en production, De qui est l'optimisation, de la ouais, ouais, prédiction, de la prédiction, recommandation, ouais, exactement, qui classification et cetera et cetera. avec, des commerciaux, qui s'en servent au quotidien, pour, optimiser, les trajets qu'ils font toute la journée, quels clients ils vont voir, à quel moment et cetera et tout ça, ça c'est en production. Donc il y a des trucs en prod. Il y a aussi, des essais, enfin oui, si, c'est en production. Bon après c'est pas toujours, super performant, sur, des projets LLM internes, pareil aussi chez mon client actuel, avec, en fait, un chatbot interne qui a été entraîné sur, le patrimoine de l'entreprise et qui est Mmh. censé, en fait, en langage naturel, bah, répondre à tes petites questions sur, que veut dire, tel acronyme, qui est censé être un acronyme interne dans l'entreprise et il est censé te répondre parce que, il connaît, le patrimoine de l'entreprise. Donc si, si, non, je pense que c'est pas, je pense que le truc qu'on avait il y a quelques années, le doux rêve de la mise en prod, je pense qu'il a quand même été passé et ce cap, il a été relevé quand même. Est-ce que l'IA a commencé à être intégrée à la gouvernance des données? Du coup, cette fois, vraiment dans ton périmètre, dans ton scope, dans ton expertise? Bah, là, moi, je distinguerais un peu deux choses, sur cette question. Alors intégrer, oui, dans le sens où, bah, en fait, comme je disais, on va travailler sur certains projets, venir accompagner, sur, OK, les données sont pas au bon niveau de qualité, on va vous accompagner, on va vous aider, on aide le business, on sensibilise, on commence à mettre en place des rôles dans l'entreprise, de data owner, data steward et cetera pour, justement veiller à ce que, on atteigne les objectifs du projet, IA qu'il y a derrière. Par contre, là, moi, je distingue, ça pour moi, c'est la partie, tu vois, data gouvernance que je distingue de la partie gouvernance des algorithmes. Mmh. Qui est pour moi Autre un chose. autre sujet et qui pour le coup celui-là, est pas encore, Est-ce enfin qu'on va on je l'ai va le pas dire vraiment le vu quoi. mot-clé, parce que je crois que c'est est-ce que c'est ce qu'on appelle IA gouvernance, peut-être? Ouais, bah, enfin en C'est ce tout que cas tu crois? moi dans ma A priori. définition, parce que pareil chacun peut avoir sa définition mais oui. Ouais, ouais, moi c'est ça. Est-ce que pour toi, toute, cette, hype autour de l'IA actuellement, heu, est-ce que
comment tu le vois? Est-ce que tu vois vraiment ça comme il y a beaucoup de gens qui utilisent des grands mots, hein, une révolution, Thomas sera le premier pour te dire, que c'est une évolution. Moi, je dirais que c'est un peu entre les 2, une révolution, une évolution. Il y a un peu des 2, mais est-ce que tu le vois comme ça, comme quelque chose de vraiment disruptif et de majeur pour, notre science, l'informatique et puis derrière la data, ou un énième coup marketing de plus, ou ta réponse enfin serait plus mitigée entre les 2 finalement? C'est peut-être plus mitigé, enfin, alors bon, oui, je vais peut-être vous expliquer un peu plus ma pensée là-dessus parce que c'est Mais intéressant. vas-y, on Quand attend, on quand veut c'est tout savoir. sorti, quand ChatGPT est sorti là c'était en novembre dernier, ça va Ouais. bientôt faire 1 an. Je sais pas vous comment vous avez vécu et comment vous avez réagi quand vous l'avez ouvert, quand vous avez interagi, avec, mais moi j'en ai parlé à tout le monde autour de moi et je trouvais ça, extraordinaire, je n'ai pas arrêté de parler de ça, pendant 1 mois, j'étais, infernale quoi. Moi, j'ai été comme ça, c'était comme ça. J'ai entendu ça. C'est le monde merveilleux de ChatGPT. Voilà, et du coup, et après, une fois que c'est un peu retombé, mais du coup, effectivement, non, je vais pas mentir, j'ai trouvé ça disruptif, clairement. Après, une fois que c'est un peu retombé, bah, je pense que en fait, là où justement il y a encore un grand écart à faire, c'est pareil avec, ce qu'on a vu un peu après, l'IA générative au sens plus large, l'image, la vidéo et cetera, le son. Hem, c'est en fait, c'est super, sur le papier, il y a eu plein de démos, il y a eu des outils en accès libre pendant un certain temps pour que les gens voient le potentiel de la chose. Mais en fait, c'est toujours pareil, une fois qu'on a ça, c'est très bien, mais en fait, il manque la toute dernière, marche qui est de mettre ce truc-là dans les mains, des métiers et des gens qui en auraient besoin au quotidien. Bon, Photoshop l'a très bien fait, hein. Je pense que vous Mmh. avez vu le Photoshop AI, c'est incroyable, quoi. Ouais. Enfin, franchement, c'est fou. Bah, c'est exactement cette marche-là qui reste à franchir pour encore beaucoup de secteurs, et beaucoup de logiciels, en fait, qui doivent, intégrer complètement, ces technologies-là. Et Parce que pourquoi on pour moi, l'a pourquoi on aujourd'hui, elles sont l'a encore à côté. pourquoi on la franchit pas cette marche? Est-ce que c'est parce que c'est encore trop frais, trop jeune, toutes ces technos? Est-ce qu'on n'a pas les talents pour le faire? Est-ce qu'il y a des problématiques légales, juridiques aussi, potentiellement, de privacy de données, Ouais, de data, hein, finalement, et du coup de gouvernance, de data? oui. Bah, oui, je pense que, typiquement, sur des LLM, le fait de s'entraîner sur des gros volumes de textes, c'est problématique. Où est-ce qu'on va trouver ces textes? À qui ils appartiennent? Bah, les questions, de le droit, la propriété intellectuelle de ce qu'il y a derrière. Est-ce que je dois verser des royalties parce que j'ai utilisé, 450 bouquins, qui appartiennent à des auteurs qui les ont écrits? Bon, donc je pense que bien sûr, ça, c'est des freins, qui devraient être encadrés, incessamment sous peu, dans les AI Act. Donc je pense qu'une fois qu'on aura un cadre plus clair, ça va permettre de faire des propositions, des vraies propositions finalement, de comment on intègre ces outils, dans notre quotidien et dans les métiers, de tous les gens, en fait. Et je pense que les craintes d'ailleurs qui avaient été très fortes sur, à ce moment-là de dire: «Ah mais mon job va disparaître parce qu'en fait, il y a une IA qui va le faire à ma place» et cetera. Je pense qu'une fois qu'on aura intégré ces technologies type LLM, et cetera, dans les outils métiers, je pense qu'on constatera à quel point non, on va pas être remplacé. Parce qu'en fait, oui, ça fera une partie de notre job et si honnêtement, on peut tous passer à la semaine de 4/5, on en sera tous que plus heureux, je pense. Donc moi, je vois ça comme un truc positif. Mais de dire que ça va nous remplacer et cetera, moi, j'y crois pas parce qu'il y aura toujours besoin, d'avoir, que la prise de décision, elle repose, enfin cette responsabilité, elle doit être humaine de toutes les façons. Donc
Voilà, c'est pour ça que, aussi sur ce petit débat, de remplacement, moi j'y crois pas et je pense qu'on est encore loin. Enfin loin, tout est relatif parce que ça évolue vite quand même, mais Est-ce que toi, tu vois des opportunités, toi qui as déjà, orienté ou bien défini précisément ton parcours, de la data à la big data, jusqu'à la gouvernance pour en arriver aujourd'hui à échanger avec nous, avec Thomas et moi. De ces nouveautés qui arrivent aujourd'hui, comment tu les prends, toi, professionnel, pour ton parcours, pour ton futur, tu les observes avec insistance, ou tu restes spectatrice d'un œil, voilà, comment tu fais? Non, bah, je m'intéresse beaucoup parce que, bah, parce que déjà parce que mes clients me posent des questions, donc il faut bien que j'ai des réponses. Donc ça, c'est un premier point. Mais au-delà de ça, bon, bien sûr, ça me passionne et pour le coup, bah, ChatGPT, la question c'était, en fait, si, moi, dans mon quotidien, c'est un outil, qui peut m'apporter des choses, qui peut me permettre, de mieux faire mon job, pourquoi m'en priver? Tu t'en sers d'ailleurs? Tu te Moi, sers je m'en des IA, Ouais, génératives, moi, je m'en quoi, tu sers vas me dire, régulièrement. régulièrement, ouais, plusieurs fois par Mmh. semaine? Oui, au moins une fois par semaine, ouais. Ouais. Donc et je pense que c'est bien justement de comprendre maintenant, ben, comment ça fonctionne, quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'il va falloir justement encadrer, pourquoi et cetera. Parce que, être, un peu expert de ça, à mon avis, c'est un bon créneau à prendre pour les prochaines années aussi, pour se vendre auprès d'entreprises qui vont avoir ces besoins-là, quoi. Parce que finalement, tu as eu la RGPD, tu disais tout à l'heure en 2017, mais peut-être que l'AI Act qui va arriver va réouvrir, tout un tas de nouveaux Mmh. besoins, pour les entreprises, pour qu'elles puissent à la fois s'approprier ces nouvelles technologies, mais dans un cadre, qui aura été défini, je crois que c'est l'Europe, l'AI Act, c'est ça? Ouais, Au c'est niveau ça, européen? oui. OK. Oui, oui, ben, en fait, ça va faire un peu l'effet, RGPD. Enfin, OK, on a un cadre, on a des obligations claires à respecter, donc une mise en conformité est nécessaire, donc il va y avoir, du boulot pour y arriver. Donc pouvoir accompagner des entreprises, là-dessus, c'est sûr qu'il va y avoir une demande. Donc bon, c'est intéressant de dès maintenant, s'y intéresser, commencer à se former, utiliser ces outils, enfin, je pense. Bon, merci, c'est hyper intéressant et moi, en fait, je pensais qu'on allait partir sur autre chose, avec la gouvernance des données puisque toi, tu t'es arrêté, par exemple, sur l'entraînement des modèles de LLM type ChatGPT. Bon, quand on Ouais. dit ChatGPT, c'est ChatGPT et consorts, on rentre pas dans le détail. Mmh. Mais voilà, tu parles des droits d'auteur. J'étais persuadé qu'on allait discuter du fait que, bah, tu vois, par exemple, ton client actuel, vous utilisez son patrimoine et j'ai plus le mot en tête, mais voilà, c'est, Sa heu propriété intellectuelle. sa propriété Ah intellectuelle oui. et ses habitudes de ses types de langage, on va dire. Moi, je pensais typiquement qu'un client irait demander: «On est embêté, ChatGPT, il utilise indirectement nos données. Heu, nous, on préfère dépenser un peu plus, mais avoir quelque chose qui est avec de la privacy, enfin avec une vie privée, et un contrôle sur ce qui est utilisé et consommé». Mais j'ai l'impression que c'est pas spécialement la problématique aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment, de faire, des applications de NLP qu'on faisait hier de façon plus puissante et pertinente aujourd'hui Mmh. et c'est tout ce qui compte finalement, enfin tout ce qui compte. Peut-être que j'abuse. Oui, si, si, je pense que ouais, je pense que tu as raison et que le but, c'est surtout, ben, de valoriser le patrimoine existant. Enfin, ça dépend, du business en Bien sûr. question, et cetera. Hem, j'ai fait, il y a quelques mois, une mission pour un bon, je vais dire le mot de toute fa enfin le nom parce que c'est pas confidentiel, chez EDF. EDF, ils ont un patrimoine textuel qui est colossal. En termes de maintenance, des centrales nucléaires, du parc, et cetera qu'ils ont, c'est énorme. S'ils arrivent à avoir une machine qui est capable d'ingérer,
tous les rapports de maintenance qui ont été faits depuis des années et que quand il y a un agent, qui est en maintenance dans une centrale, qui puisse avoir sur un iPad, tu vois, poser une question: «Je suis devant telle machine, est-ce que tu peux me dire ce que c'était, la dernière problématique qu'il y a eu et pourquoi?» et cetera et ça lui ressort le truc et enfin c'est on voit bien qu'il y a Use case. des applications ouais, pour revenir sur les applications qui vont être, hyper intéressantes, et qui vont apporter énormément, à certains business. Lui, il en fait partie et donc lui, pour le coup, oui, eux, leur but, c'est surtout, en interne, utiliser, enfin, entraîner, un LLM de manière privée, comme tu le disais. OK, et j'ai une autre question assez rapide, parce que sinon on pourrait là s'étendre pendant des heures. De plus en plus, Hugging Face, ça devient un interlocuteur pour nos problématiques en data et surtout en data Mmh. science avec le transfer learning. Est-ce que du point de vue de la gouvernance des données, c'est un sujet? Le fait de transférer des modèles gigantesques pour des cas d'usage. Est-ce que c'est un risque, pour l'entreprise de s'en servir? Au-delà de la licence, au-delà de la Ouais, licence. oui, parce que alors sur la partie licence, je ne saurais que Ouais. trop répondre parce que, bon, chaque cas est différent aussi. Bah, après, c'est cette partie, management en fait des modèles et qui selon moi fera partie de la thématique AI gouvernance. D'accord. Heu, oui, je pense qu'elle va être, importante même dans ces cas-là et qu'en fait, il va falloir que l'entreprise, fasse des vérifications et se prémunisse de certaines problématiques, bah, tu vois, tu connais, très bien, hein, la transparence, les biais qu'il peut y avoir dans les algorithmes, et Mmh. cetera et en fait, il va falloir que l'entreprise qui réutilise ces modèles-là, les réentraîne, les réajuste et cetera, en fait, à mon avis, elle va être obligée, bon, à voir un petit peu les détails de l'AI Act et qu'en est-il quand tu utilises des modèles open source ou non ou sous licence. À quoi tu es contraint, vis-à-vis de cette réglementation, on le saura bientôt plus clairement, mais je pense qu'ils seront obligés, en fait, de mettre en place, bah, un peu des garde-fous Un et la garde-fou, gestion de ces modèles-là, quoi. bien sûr. Il y avait une question, une étape, importante, aussi dans ta vie, parce que tu as été salarié, tu as été freelance, mais tu as été aussi chef d'entreprise. Tu as été, d'abord porteuse de projet, et puis, tu as laissé libre cours à ta fibre entrepreneuriale. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette, c'est toujours un gros, c'est toujours une grosse expérience. Ça transforme, je pense, les gens, de vivre ça, peu Mmh. importe d'ailleurs, comment ça se termine, hein, finalement. Comment ça t'est venu toi et comment quelle a été ton expérience là-dessus, Bah, je pense que comme beaucoup de personnes, quand il y a eu cette période, un peu instable du covid, on a tous traversé nos remises en question les uns les autres et ça a été mon cas. Hem et du coup, ben et après c'est aussi enfin, il y a pas que ça, c'est aussi des rencontres, parce que moi, l'envie d'aller vers l'entrepreneuriat, c'était déjà présent, mais je me voyais pas le faire toute seule. Pour moi, entreprendre, ça se fait en s'associant avec les bonnes personnes, en trouvant de la complémentarité chez les autres, parce on peut pas être omniscient, on peut pas collecter, comme ça, toutes les compétences, possibles pour, en tout cas, créer une entreprise, parce qu'il en faut beaucoup des compétences, variées, quoi et du coup, c'est plus aussi la circonstance, des rencontres avec, quelques personnes chez Compte-Métrie avec qui j'ai eu envie de m'associer, qui a fait que, on a pris, ce virage-là et puis, oui et je suis d'accord, c'était aussi de se dire en fait, enfin, j'avais pas encore, 30 ans, j'ai pas d'enfant, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, quoi. Donc c'était un peu aussi le truc c'est la prise de risque, on peut la faire maintenant, quoi. Enfin, moi, en tout cas, d'un point de vue personnel, je pouvais la faire à ce moment-là. Parce que c'est toujours une prise de risque. Toujours, et du coup, est-ce que le fait de créer cette entreprise, cette structure, ça a été conduit par le fait, d'être, vraiment sensible à la data gouvernance?
Et à plus forte mesure, est-ce qu'après cette aventure, la data gouvernance a eu encore un plus fort écho, Mmh. dans ton esprit? Ouais, exact. Alors, c'était pas forcément au début, drivé par, les sujets data gouvernance et cetera. C'était, enfin, moi en tout cas, à titre personnel, c'était plus l'aventure en tant que telle qui D'accord. m'intéressait plutôt que enfin, tu vois, je me suis pas levée un matin avec, «J'ai une idée de produit géniale, il faut que je la mette au monde». Non, c'est faux, c'est pas du tout ça qui s'est passé, je vais pas mentir et de toute façon, je pense que in fine, pour bien entreprendre, il vaut mieux ne pas avoir une idée trop fixe, surtout au début. Parce qu'en fait, il faut être capable, de revenir sur son idée, de pivoter, de s'adapter à son marché et cetera. Donc en général, les gens qui ont à cœur trop à cœur une idée bien précise, ça va pas trop le faire parce qu'ils vont jamais réussir à pivoter pour bien s'adapter à leur cible. Tout Mais à bon, fait. ça c'est mon avis, voilà et donc du coup, non, c'était pas l'idée magique, comme ça, c'était, plus, bah, comme je disais, des rencontres, l'envie d'une aventure et ensuite, bah, par nos connaissances, des sujets data, par notre réseau existant, essayer de se poser des questions sur, OK, quelles sont les problématiques aujourd'hui du marché, les plus saillantes et quelles sont, celles auxquelles on a envie de s'attaquer, quoi. Donc c'était plus comme ça qu'on est venu et après, oui, après les 2 ans passés, hem, à, écumer pas mal d'acteurs et à discuter avec beaucoup de personnes dans l'écosystème data, bien sûr que ça a renforcé, ma vision et sur la partie data gouvernance parce que, au fil des rendez-vous que j'ai pu avoir, et cetera, de mes recherches, je me suis rendu compte que en fait, les entreprises, elles étaient encore bloquées avec ça. Alors qu'au début de l'aventure entrepreneuriale, enfin, quand on a commencé, on avait quasiment pris comme hypothèse qu'il y avait un certain nombre de ces problématiques de gouvernance qui étaient réglées. Or, c'était pas le cas et là-dessus, je pense que ça nous a, ouvert les yeux, quoi. Ouais, c'est la différence entre, bah, la réalité et ce qu'on essaie de montrer, de ces projets. C'est souvent il y a un énorme gap et Oui. c'est finalement vous êtes un peu trop en avance sur les problématiques et les besoins des entreprises. Ouais, c'est ça, parce que C'est le gros problème. c'est faut entre ce qui est communiqué, bon, C'est ben, ça. c'est la même chose pour toutes les entreprises, hein. On a toujours envie de faire une belle vitrine et de faire venir des candidats, donc on met un peu sous le tapis parfois, des choses, qui malgré tout sont là et du coup, parfois, bah, voilà, au fil des rendez-vous, même si on avait, des prospects, des gens intéressés, bah, en fait, on se rendait compte qu'il y avait des vrais blocages, hem, qui, permettaient pas vraiment, de d'avancer. Nous, on voulait en fait pousser vraiment des sujets plus liés sur le partage de la donnée, heu, partage, inter-entreprise. On s'est rendu compte que inter-entreprise, c'était un monde, qui était à des années-lumière de ce que les boîtes étaient capables de faire. Après, on s'est dit, bah, intra-entreprise, parce que ça serait déjà bien qu'il y ait peut-être un petit peu plus de transversalité, et cetera. Sauf qu'en fait, quand on avait dit ça, on se faisait comparer avec, du AWS, du GCP, et cetera et les CDO nous disaient: «Bah, en fait, moi, je l'ai déjà la plateforme, je comprends pas de quoi vous parlez, quoi». Donc, alors que nous, on parlait de partage dans un sens, qui allait aller au-delà et qui allait être, bah, justement, oui, mais en fait, on avait un prospect notamment qui voulait faire des travaux, de recherche avec des universités et des laboratoires et c'était dans ces projets-là que nous, on voulait s'inscrire comme étant, en fait, une plateforme qui est à cheval entre, ton organisation et celle des autres et qui permet de faire le pont dans un espace sécurisé, et tout ce qui va bien évidemment, et donc être ce lieu, de partage en toute confiance. Mais du coup, bah, en fait, tu te rends compte que les entreprises, elles en sont pas du tout là, que même si, «Ah ça serait génial, ah mais oui, on rêverait de faire ce projet», mais le «on rêverait», il est pour dans 10 ans, quoi. Donc quand tu es une start-up, tu peux pas survivre 10 ans en attendant désespérément et en te disant: «Mais si, si, il m'a passé une commande pour dans 10 ans, ça va tenir». Bon, Mmh. ça marche pas, quoi. De l'importance d'être, just on time, d'être, au bon Ouais, moment, tout tu à peux avoir fait. des produits, exceptionnels, qui sont sortis, si tu penses à tout ce qui était, le Newton ou, tous les PDA avant, l'iPhone finalement. Ouais, l'iPhone n'a pas Ouais. tout fracassé, ils sont simplement arrivés vraiment au bon moment avec les bonnes technos et c'est au moins aussi important que d'avoir le bon produit ou la bonne idée. Le bon moment, le timing.
OK. Mmh. On va s'approcher vraiment de la fin de notre podcast. Peut-être, j'ai 2 questions et puis ensuite la dernière question. Il y en a une, ce serait: comment vois-tu l'avenir de la data, dans l'IA? Hem Et puis j'en ai une autre, si tu préfères l'autre question, on va voir. On en a une autre. Ouais. Heu, une technologie dans l'IA actuellement, dans tout ce que tu veux, ChatGPT, Consort, LLM, tout ce que tu veux que tu as vu, qui te donne envie ou au contraire qui te fait un peu peur et pour lesquelles tu as des craintes. Tu as le choix entre l'une ou l'autre de ces questions, par rapport à la data et à l'IA et à la tech. Mmh, j'aime bien la deuxième question. Ouais, Alors, bah, le truc qui me fait peur, j'ai vu, bah, justement avec, les IA génératives et cetera, en fait, aujourd'hui, avec quelques secondes de l'enregistrement, comme là, on est en train de faire un podcast, donc typiquement, nos voix, sont enregistrées et donc elles pourront être réutilisées et donc on va être, en capacité d'imiter nos voix. Donc ça veut dire que, par exemple, bah, demain, des gens, mal intentionnés vont pouvoir très facilement, par exemple, récupérer, j'en sais rien, le numéro de mes parents, de mes proches et les appeler en imitant ma voix et en disant que j'ai, besoin de 10 000 € parce que, j'ai un problème personnel et cetera. Il faut qu'ils m'envoient très vite 10 000 €, quoi. Voilà, bah, ça me fait flipper. Donc ça, c'est je trouve, tout ce qui très est flippant. deepfake finalement et Ouais, puisque là, ça va prendre une ampleur, complètement folle et après à l'inverse, si tu veux, des trucs qui par ailleurs me font peut-être plus rêver, c'est, parce qu'on a parlé, du texte, images, vidéos. Je pense qu'il y a la musique, et je pense que là, il y a, encore un grand champ, même s'il y a des premières propositions. Je pense qu'au niveau de la créativité, il va y avoir des choses, intéressantes, qui vont arriver et ça voilà, ça me fait plus rêver que, des trucs très mal intentionnés qui vont malheureusement sûrement arriver une aussi, mais bon. petite note, d'optimisme. Ouais. Non, mais c'est intéressant, je trouve que ça mettra aussi en exergue l'importance de la cybersécurité, le jour où on atteindra ces niveaux-là, dont on parle peut-être pas assez actuellement, dans nos cas d'usage, mais je pense que ça viendra plus tard et ça sera nécessaire. Ouais. On a une dernière question pour toi, une question dans une question. Hem, pour le prochain invité qu'on aura, donc Mmh. tu ne le connais pas, ou peut-être que si, peut-être que tu le connaîtras. Quelle serait ta question pour lui? Est-ce qu'il a des idées ou des exemples, qui seraient, intéressants de faire connaître sur l'apport de l'intelligence artificielle pour nos problématiques, écologiques d'aujourd'hui? J'aimerais bien qu'on mette en lumière plus d'applications de ça. Voilà. OK, question piège aussi. Très intéressant, très Mais très intéressant. intéressant et nécessaire aussi. Beaucoup de sujets Mmh. nécessaires pour l'IA maintenant. Voilà. Eh beh, on arrive à la fin de ce podcast, premier podcast Il y a pas que la data. Merci beaucoup, Charlotte, Merci de Charlotte. t'être prêtée à l'exercice et d'avoir échangé avec nous. Merci beaucoup Thomas, pour toutes tes questions et tes analyses et bah, voilà, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas de toute façon à nous faire vos commentaires, vos remarques, on les prendra en compte et on se retrouvera puisque de toute façon pour l'instant a priori ça sera un mensuel, on se retrouvera, pour un autre enregistrement sous peu. Merci beaucoup à vous 2. Merci beaucoup. Mmh, Merci. merci.